pense que l'Europe est trop solide pour véritablement se désintégrer. Je crois que le niveau d'intégration qu'on a atteint sur le plan juridique, sur le plan économique et même sur le plan sociologique et culturel est trop profond pour que tout d'un coup l'Europe puisse complètement se désintégrer. Par contre, elle est vraiment menacée par des forces centripètes, par des mouvements plus ou moins sécessionnistes, par d'autres qui peuvent la paralyser et par des formes de désintégration partielle dont tout de même le Brexit est quand même déjà un élément extrêmement important. C'est toujours très difficile de faire des prévisions et je crois que les sciences sociales ne permettent pas de faire des prévisions avec certitude. Mon intuition, parce que c'est plus une intuition qu'un raisonnement vraiment rationnellement défendable de manière certaine, c'est que la Suisse, comme la Norvège d'ailleurs, sont plutôt destinés à rester des pays qui seront très étroitement associés à l'Union européenne sans en être véritablement membres, parce que tout simplement un bon équilibre s'est établi avec le temps, qui doit constamment être renégocié, c'est jamais quelque chose de stable et de définitif, mais la Suisse comme la Norvège ont trouvé beaucoup d'avantages dans le fait d'appartenir à l'espace européen et de tirer des bénéfices de la construction européenne sans en être directement partie, tout en conservant un sens farouche de l'autonomie et un certain nombre de singularités qui sont aussi part de sa fierté, de sa cohésion civique et qu'il serait dommage d'abandonner. Donc je pense que autant pour les Suisses que pour l'Union européenne, un partenariat approfondi est probablement la modalité de relation qui convient le mieux aux deux parties. La question se posera aussi pour d'autres régions peut-être plus lointaines, mais comme la Turquie, comme l'Ukraine. Je crois que l'Union européenne a d'une certaine manière atteint les limites de son élargissement et qu'autant il est important d'avoir des relations vraiment très profondes et institutionnalisées avec son voisinage, autant je ne vois pas demain l'Ukraine, la Turquie, la Russie ou les pays d'Afrique du Nord devenir membres de l'Union européenne. Je crois qu'il faut aussi pouvoir inventer différentes formes d'association entre ces États qui appartiennent à une région du monde qui a une forte interdépendance. C'est déjà le cas d'ailleurs au sein de l'Union européenne, puisqu'il y a des pays qui sont membres de la zone euro, d'autres qui ne le sont pas. On a inventé d'autres relations d'association, de voisinage, de partenariats privilégiés. Et je crois que le fait de multiplier les formes de ces relations, c'est aussi ce qui permet de mieux tenir compte de la différence des trajectoires des uns et des autres pour respecter les singularités des uns et des autres. À 50 ans sans moi, ça c'est sûr, ou à peu près, c'est très difficile. Je crois que... Je pense que pour les années qui viennent, l'Europe ne va pas évoluer beaucoup parce qu'elle est face à une série d'oppositions, de contradictions et de sources de paralysie qui très largement se neutralisent. Et que donc je la vois mal faire un saut qualitatif dans un sens ou bien reculer drastiquement dans l'autre sens. Je crois qu'au contraire, ces forces oppositionnelles globalement se neutralisent et construisent un espèce de statu quo en négatif ou de statu quo par défaut. Maintenant, le disant sur le plan de l'analyste, je le regrette sur le plan politique parce que je pense que l'Europe a besoin d'avancer de manière beaucoup plus ferme en matière notamment de politique migratoire, de politique de coopération au développement, de redévelopper une politique commerciale très différente de celle qu'elle mène aujourd'hui, de lutter contre la fraude fiscale et contre la concurrence fiscale en interne. Et donc, bien qu'étant un peu pessimiste sur la capacité de la faire évoluer, en tout cas de manière drastique, j'espère que des dynamiques en interne vont permettre quand même de faire des progrès dans cette direction. Et puis qu'il y ait, comme très souvent dans l'histoire de l'intégration européenne, une série de dynamiques partielles, incomplètes, insatisfaisantes à mains égards, mais qui, prises ensemble, font quand même une avancée globale vers une intégration plus poussée. C'est un vaste débat philosophique et je relis très souvent la très belle conférence de Max Weber, Le savant et le politique, qui est précisément une réflexion sur cette question. Est-ce qu'on peut être d'un côté un analyste avec toute la neutralité axiologique, toute la rigueur méthodologique, et d'un autre côté être un acteur politique? Oui, je le pense profondément. Je ne confonds jamais la chaire et la tribune. Je ne tiens pas le même type de discours quand je suis dans une tribune politique ou quand je suis devant une chaire universitaire, mais je ne cache jamais mes opinions politiques quand je m'exprime sur le plan académique, de même que quand je m'exprime dans le champ politique. On m'en a fait parfois le reproche d'ailleurs, mais voilà, c'est comme ça, on est comme on est, on ne peut pas tout changer. Mes argumentations politiques sont aussi nourries du travail de recherche que j'ai mené dans les 15 premières années de ma vie professionnelle, si je puis dire. Donc voilà, ce n'est pas toujours un équilibre facile à faire comprendre, mais je crois qu'il est tout à fait possible de dire, voilà ce qui me semble être
des problèmes objectifs, et puis à côté de ça, du point de vue subjectif qui est le mien, en tant que socialiste, voilà ce que j'ajoute à cette critique fondamentale, mais je crois qu'il est parfaitement possible de faire la part des choses. Et puis Max Weber disait très bien que la meilleure manière de respecter la neutralité axiologique, en sciences sociales, il n'est pas possible d'être neutre comme on l'est dans les sciences de la physique ou dans les sciences biologiques, par exemple, même s'il y a aussi des tas de débats éthiques qui se posent en biologie notamment. La meilleure manière d'assurer la neutralité, c'est de dire voilà le point de vue duquel je parle. Donc oui, j'ai un point de vue de gauche, c'est à partir d'un point de vue de gauche que je parle. Certains de mes collègues qui prétendent ne pas faire de politique en font beaucoup plus que ce qu'ils veulent bien en dire. Et donc je crois que faire toute la transparence sur ses propres opinions politiques est la meilleure manière aussi d'établir une forme de neutralité dans le débat.